Nouvel exercice de décryptage de l'actualité. Merci de nous rejoindre sur Actu Débat de ce jeudi qui reçoit pour vous Valentin Adibocha. Il est journaliste. Valentin, bonsoir. Bonsoir Brice Bilaïkedi, bonsoir chers amis auditeurs, bonsoir Douane. Justement, vous êtes avec le consultant média Dissel Amoussou. Dissel, bonsoir. Bonsoir Brice Bilaïkedi, bonsoir Valentin Adibocha. Je crois que c'est bien cela. Bonsoir aux amis auditeurs, bonsoir techniciens. Avec vous, nous évoquerons certains des faits qui ont marqué l'actualité ces dernières heures, ces derniers jours. On se retrouve juste après cette pause. Merci. Tout premier sujet à partager avec vous. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a effectué sa rentrée solennelle ce mercredi. Le bilan a été fait à l'occasion sur les dossiers traités par la juridiction spéciale. Il en ressort que la CRIET a traité depuis sa création 1956 dossiers de cybercriminalité. Voilà, on va sur le dossier, sur le sujet bien sûr, écoutez le procureur spécial Mario Metonou. La cybercriminalité. Notre pays est apparu ces dernières années comme un repère de cybercriminels. Nous avons tardé en effet à mettre en place la législation et les structures pour contrer l'explosion de cette criminalité qui est consubstantielle à l'évolution, à l'extension de la collectivité. Mais depuis la création de la CRIET en 2018, la répression de cette infraction est devenue une réalité. 1956 procédures en lien avec la cybercriminalité ont été traitées par la juridiction. L'on a observé une progression constante du nombre de procédures de cybercriminalité. 347 en 2022, 415 en 2023 et déjà au 17 septembre de cette année, 576. Mais cette augmentation du nombre de procédures ne doit pas être interprétée comme un signe d'échec. Elle traduit plutôt une montée en puissance et en efficacité des services d'enquête et de la CRIET. Désormais, un centre national d'investigation numérique existe au Bénin. Il dispose d'une direction de la lutte contre la cybercriminalité ayant des démembrements au nord, au centre et au sud. La répression qui se limitait jadis à Cotonou et environ s'étend ainsi à tout le territoire national. Et le Centre national des investigations numériques produit des rapports de très bonne qualité qui permettent au parquet spécial d'engager et de soutenir sans difficulté l'accusation, d'obtenir par conséquent les condamnations des prévenus de cybercriminalité. Ces progrès se sont d'ailleurs traduits par le bond qualitatif du Bénin dans le classement de l'Union internationale des télécommunications sur l'indice global de la cybersécurité qui fait le constat de ce que notre pays a progressé de 92 places. Mario Metonou à l'instant, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Valentin Adibocha, j'ai très envie de vous poser la toute première question. Vous l'avez suivi, le procureur spécial. La répression contre la cybercriminalité est une réalité désormais au Bénin. 1956 dossiers traités depuis la création de la juridiction spéciale. Oui, je pense qu'on peut se féliciter, n'est-ce pas, de l'arrivée de cette institution, même si la façon dont elle a été présentée aux Béninois n'était pas la bonne. En fait, on a affaire souvent à un système qui a de bons projets, mais la façon dont le projet est soumis, vous voyez, la façon dont la CRIET est venue, c'était venu comme un gargantuar qui était venu pour c'est-à-dire, la façon n'était pas la bonne. Non, c'était pas la bonne. On l'a présenté comme un fétiche méchant qui devait broyer tout le monde sur son passage et tout le reste. Alors que, je vous assure que l'arrivée de la CRIET a lutté contre beaucoup de choses au niveau du territoire national béninois. Ça a corrigé beaucoup de choses. Ça a fait qu'aujourd'hui, quand tu entends CRIET, quand quelqu'un commence par faire quelque chose, le seul bâton qu'on prend pour le confronter, c'est qu'on lui parle de la CRIET. Et quand on parle de la CRIET, c'est comme si on lui parle de la prison et tout le reste. Mais lorsqu'on prend la CRIET, dans l'ensemble, lorsqu'on parle de cybercriminalité, c'est vrai, beaucoup de choses ont été réalisées, beaucoup de choses ont été faites. Mais quand on entend Mario
dire, le procureur spécial dit que bon, il faut faire attention. On aurait tendance à croire que c'est parce qu'ils ne font pas bien le travail que le cas de cybercriminalité augmente. Au fil des ans. Le verre, ça dépend de comment on le regarde. Il est tantôt à moitié plein, à moitié vide. Nous qui le regardons à moitié vide, on dira que bon, malgré tout ce que la criette fait, il y a encore des cas de cybercriminalité et ça prend de l'ampleur. Mais lui, il reste dans l'autre sens, l'autre façon de voir. Il trouve que bon, le verre est à moitié plein. Mais nous, on le traite à moitié vide parce qu'il faut le voir à moitié vide pour ne pas baisser les chines. Distella Moussou, on peut se féliciter de ce bilan de la répression contre la cybercriminalité au Bénin aujourd'hui. Vous avez suivi le procureur spécial? Évidemment, je l'ai suivi. Moi, je ne vais pas m'intéresser à la juridiction qui a pour mission de connaître des faits de cybercriminalité. Mais je voudrais plutôt m'intéresser aux faits de cybercriminalité et le présenter dans une enveloppe plus globale. C'est vrai, c'est bien ce qui se fait. Il faut souhaiter que cela se poursuive. Mais il faut aller au-delà, n'est-ce pas, du traitement superficiel de la plaie. Il faudra donc un ordonnancement qui nous amènerait à un diagnostic beaucoup plus global avant de pouvoir, n'est-ce pas, mettre en place le protocole de soins nécessaires pour aller attaquer le mal à la racine. Vous pensez que tel qu'on le fait maintenant, c'est pas c'est un traitement, pas forcément la bonne manière? C'est un traitement superficiel de mon point de vue. Parce qu'en réalité, quand nous étions, nous, enfants, jeunes, on nous a enseigné l'exode rural. Donc les jeunes quittaient les villages et abandonnaient, les bras valides quittaient les villages et abandonnaient, n'est-ce pas, les travaux champêtres et venaient et se chercher en ville. Ça continue. Voyez-vous, ça continue. D'accord. Mais c'est que entre-temps, c'est ajouté à ce fléau, n'est-ce pas, d'exode rural, d'autres fléaux du temps moderne. Les jeunes, dans la recherche du mieux vivre, dans la recherche de la pitance d'existence, n'est-ce pas, font l'option soit de s'adonner à la cybercriminalité, de s'adonner à d'autres vices ou de partir. Et c'est comme ça qu'on observe que beaucoup de jeunes Africains, béninois notamment, meurent en haute mer, n'est-ce pas, au cours des traversées périlleuses. Ce qui n'était pas le cas hier. Ce qui n'était pas le cas hier. Donc, il conviendra de s'interroger sur les causes. Qu'est-ce qui fait que le jeune doit quitter ou le village pour venir en ville, sans qualification, de s'adonner aux émigrants, de dormir à la belle étoile, à l'étoile rouge ou dans les stations essence, de prendre tous les risques de se faire braquer ou d'aller gonfler le rang des braqueurs. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là, intelligents, n'est-ce pas, ayant été à l'école, utilisent l'outil moderne de développement qu'est l'Internet pour commettre des crimes, d'où la cybercriminalité. Parce qu'il faut se doter d'une intelligence d'abord, avant d'apprendre, n'est-ce pas, les fonctions liées à l'Internet. On va en arriver aux solutions que vous avez. J'en aurais fini lorsque j'aurais ajouté l'interrogation relative au départ des jeunes. Donc, l'un dans l'autre, si nous n'allons pas étudier les causes à la racine, eh bien, tout ce que nous allons faire restera superficiel et le traitement... Vous voulez quand même dire un mot sur le bilan de la criette sur ce sujet-là, sur la répression, sur la cybercriminalité? Mon mot va être de souligner ma peine. Ma peine parce que lorsqu'on regarde les strates au niveau des âges, des personnes concernées ou des sujets concernés par les jugements de la criette, eh bien, c'est la jeunesse qui domine. Donc, c'est les bras valides de notre pays qui sont en opposition avec la société. Et donc, c'est dommage pour notre développement. Il faudra très vite
pallier, trouver des solutions pour remédier à ce désastre-là. Oui, allez-y. Si vous permettez, en fait, lorsqu'on parle du bilan de la criette, c'est vrai qu'on a parlé de cybercriminalité, mais à côté de la cybercriminalité, il y a un mal qui ronge, c'est les jugements politiques. Vous voyez, lorsqu'on vous envoie à la criette, le commun des Béninois, là, sur cet aspect, la criette est passée à côté. Parce que là, on a des jugements politiques, on a des jugements où le commun des Béninois se demande vraiment si ce sont les tests... Pas que politique. Oui, lorsqu'on laisse la cybercriminalité ou autre forme de juridiction que la criette, dont la criette s'occupe, dont la criette est compétente à se prononcer dessus, il y a que les Béninois ont un autre regard lorsque, par exemple, c'est un homme politique qui va à la criette. Lorsque c'est un homme politique qui va à la criette, on a l'impression que c'est des dossiers qui viennent et qui sont tout faits, en fait. Qui sont tout faits. Et lorsqu'on veut... Tout fait, c'est-à-dire que lorsque vous allez là-bas, on s'attend déjà à 10 ans, à 20 ans. Donc, pour le Béninois, quand on dit que la personne a écopé de 20 ans, il n'y a pas d'information parce que bon, il n'y a pas de nouveauté. On est habitué à entendre ça. Et cette image-là n'est pas une bonne image pour la criette. Normalement, c'est vrai, la criette doit pouvoir nous démontrer la véracité, c'est-à-dire la profondeur du sujet qu'elle a en face d'elle et les réalités qu'on reproche, c'est-à-dire les faits qu'on reproche aux individus. Ce qui, ma foi, a jeté un peu de discrédit sur l'institution que constituait la criette. Parce que on a vu des procès, c'est tellement passé, des procès médiatisés, tantôt on empêche les gens d'entrer. Mais pourquoi pour un procès, par exemple, on peut médiatiser et pour l'autre, on ne peut pas médiatiser? Quel est l'objectif qu'on poursuit en se comportant de cette façon? Vous voyez? Nous allons peut-être dans une autre émission parler de la juridiction spéciale, mais je voudrais qu'on s'en tienne au bilan sur la cybercriminalité et bientôt tout à l'heure sur la lutte contre la corruption. Vous semblez tout à l'heure ne pas être d'accord avec le procureur spécial de la Criette quand il parle de progression constante, 347 cas de cybercriminalité en 2022, 415 en 2023, 576 au 17 septembre 2024. Et trouve que les bons moyens de lutte sont mis en œuvre. Vous ne semblez pas d'accord avec ça? Ça peut être perçu de deux manières. Soit les institutions ont été équipées et donc font leur travail de la meilleure des façons. Mais ça peut être aussi que, malgré la coercition, les enfants s'entêtent, les individus s'entêtent à perpétrer des actes de cybercriminalité. Je vous ai dit que je viens de l'OCRC. Là, c'est vrai que ces derniers temps, l'OCRC a été doté davantage encore de moyens pour faire le travail, donc ce qui peut justifier la même mise sur les cas de criminalité avérés. Et donc, les dossiers à traiter prennent du nombre, augmentent en nombre, mais également, à côté de cela, on peut prendre du recul pour dire, normalement, plus les mesures coercitives augmentent, le mal devait prendre du recul. Mais je vous assure que le mal, il change de forme. Oui, il change de forme. Il change de forme au lieu de prendre du recul. Vous voyez, Distel Amoussou, en cette progression constante dont a parlé le procureur spécial, les bons moyens mis en œuvre pour juguler le phénomène, ou pour vous aussi, c'est un signe d'échec? Ce qui a manqué à la présentation du procureur spécial, de mon point de vue, est la clarification conceptuelle. Parce qu'en réalité, lorsque vous commettez une faute à travers votre smartphone, dans des groupes sociaux, dans des réseaux sociaux, c'est pas... on parle globalement, la loi parle globalement d'harcèlement numérique, et ceci et cela. Et donc, tous ceux qui tombent sous le coup de ce qu'on a appelé harcèlement ou diffamation aux moyens électronique, lorsque vous n'êtes pas détenteur d'une carte professionnelle, eh bien c'est la loi sur le numérique qui vous est opposée. Et donc vous êtes cybercriminel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors à partir de ce moment-là, nous tendons à galvauder l'expression même, le concept même de la cybercriminalité. Qu'est-ce que un QDAM qui a repris un post dont il ignore même l'origine et qui l'a partagé
et qui de ce fait tombe sous le coup de la loi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a à s'identifier à un cybercriminel qui est resté chez lui devant son ordinateur pour arnaquer, n'est-ce pas, une personne de l'autre bout du monde. Malheureusement, on les met ensemble. Ils sont tous dans le même panier. C'est pour cela qu'il conviendrait de faire une clarification conceptuelle. Lorsque vous êtes activiste sur les réseaux sociaux, par exemple, et que vous tombez sous le coup de la loi, donc vous n'êtes pas détenteur d'une carte professionnelle, donc vous n'êtes pas journaliste, et même si vous êtes détenteur d'une carte professionnelle et que vous êtes journaliste et que c'est pas moyen électronique que vous avez, n'est-ce pas, porté atteinte à un tiers, à l'État ou au fonctionnement même de la société, mais vous devenez de fait un cybercriminel au regard de la projection de la loi sur le numérique. Et donc c'est tout ce bilan-là qui nous est présenté aujourd'hui. Donc nous n'arrivons pas à faire le cloisonnement entre le cybercriminel, arnaqueur et escroc, le citoyen simple, et le cybercriminel ignorant des textes de loi qui a diffusé ou repris, partagé, comme on le dit, tapoté, partagé, un post dont il ne peut même pas expliquer le contenu. Voyez-vous? Alors dans ce cadre-là, il faudra donc faire la clarification conceptuelle et faire l'autre part, le plus important pour moi, l'éducation. L'éducation des Béninois, l'éducation des jeunes Béninois, et leur dit que ce n'est pas tout qu'on partage, ce n'est pas sur tout ce qu'on tombe qu'on diffuse. Voyez-vous? Alors, lorsque nous allons sur le digital, enfin, de par moyen électronique, voyez-vous? Est-ce que vous savez que lorsque vous demandez de l'argent à un parent, un proche, un ami, et que vous insistez, et qui vous a dit une fois je n'en ai pas, et que vous utilisez d'autres moyens pour attirer sa pitié vers vous, vous êtes en train de le harceler. Est-ce que vous savez que lorsque vous appelez quelqu'un avec insistance, il peut s'estimer harcelé? Et donc, c'est une loi qu'il conviendrait de regarder, de regarder à nouveau, parce que notre société est spécifique et a ses comportements. Et donc, sinon, tout le monde va devenir cybercriminel du jour au lendemain. Voyez-vous, moi-même qui vous parle, et cette loi m'a été opposée dans ce pays. Voyez-vous, et vous connaissez plein d'autres confrères à qui on a opposé cette loi, mais qui n'ont rien à voir avec un cybercriminel, arnaqueur ou escroc. Voyez-vous? Et donc, à partir de ce moment, je crois qu'on a besoin de faire la clarification conceptuelle pour savoir vraiment l'objet de la lutte. Est-ce que c'est la criminalité primaire, si je puis m'exprimer de cette façon-là, c'est-à-dire ceux qui utilisent les moyens électroniques pour soustraire le bien d'autrui, est-ce que le regard doit être tourné vers ceux-là, ou c'est un regard global. Et donc il faudra de la clarification. Voilà, cher Adiboutia, si on regarde la progression constante dont a parlé le procureur sous l'angle d'échec, j'ai envie de vous demander pourquoi les cybercriminels ne démordent pas, malgré les moyens efficaces mis dans la lutte. C'était là qu'on commençait pas à l'aborder tout à l'heure. Premier argumentaire, c'est la situation socio-économique du pays. C'est-à-dire qu'on a affaire à des jeunes qui, de jour en jour, voient l'horizon flou et véritablement flou. Et ça, nos dirigeants se refusent de l'accepter. Et il faut le dire. Quand on le dit, on ne meurt pas, là où on le dit. La réalité est là, têtue. Je suis peiné quand j'apprends que des Béninois ont été retrouvés au large
des eaux de l'océan Atlantique. Ce n'est pas possible. Ça ne se faisait pas hier. Ça, soyons sincères, disons-le. Lorsque la précarité s'installe, lorsque les solutions ne sont pas là, les gens finissent les écoles. Il faut choisir la plus facile, c'est ça? C'est pas la raison, non? Ça fait partie des raisons. Ça fait partie des raisons. Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour le dire. On se lève un matin, on ferme les entreprises. On se lève un matin, on ferme même les entreprises publiques. On se lève un matin, on détruit le système de travail des gens. On se lève un matin, on fait ce qu'on veut. Lorsqu'on tend vers la fin d'un mandat, on prend des dispositions pour marcher autrement. Et pour moi, la jeunesse ne semble pas trouver de solution face aux situations qui se posent. La jeunesse est agonisante. La jeunesse souffre. Et lorsque vous voyez les gens, les autorités, les personnalités en charge, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. pas être d'accord avec vous. Pas de souci. Vu de ces, Valentin, tu permets, vu de cette façon, nous allons tuer le débat, nous allons noyer la préoccupation sociétale qui dégage, n'est-ce pas, de ces statistiques-là du procureur spécial. Écoutez, oui, il y a un problème de précarité. Ce problème-là vient d'où? Vient de l'inadéquation formation-emploi. Ce problème vient, oui, de la responsabilité étatique, mais aussi de la démission parentale. De la démission de l'éducation que nous donnons aujourd'hui à nos enfants. À commencer par les décideurs. De la démission de la société. Voyez-vous, de la démission du système éducatif. L'école. Voyez-vous. Distel Amoussou, je fais partie des gens qui de temps en temps prennent la peine d'aller suivre le discours de Patrice Talon quand la discussion, le débat qu'il y a eu entre Patrice Talon et Lionel Zissou. Le président Patrice Talon. Oui, Patrice Talon, c'est vous comprenez que je n'ai aucune envie de faire focus sur la politique, n'est-ce pas, en parlant de ce sujet. C'est un sujet de société. Et c'est un sujet mondialement préoccupant. Donc, il n'est pas question de faire focus sur la personne de Patrice Talon ou de son gouvernement. Alors, il faut regarder faire pour renverser la tendance un temps soit peu. Vous avez parlé tout à l'heure d'éducation. Voilà. Ce que nous décrions aujourd'hui au Bénin est présent au Togo, au Nigeria, au Sénégal, partout en Afrique, dans le monde. Je suis béninois. Voyez-vous? Alors, c'est pour cela que moi je dis, il faudra premièrement que la cellule familiale retrouve sa responsabilité dans l'éducation. Il faudra que la société retrouve sa responsabilité dans la formation de l'homme. On dit la société corrompt. Il faudrait que notre société apprenne à corrompre désormais positivement. Voyez-vous, il faut que l'État joue sa partition en installant les cadres et les structures de formation nécessaires. Il faut privilégier la formation technique et professionnelle par rapport à nos enfants. Et lorsqu'ils ont reçu la formation et qu'ils ont commencé par produire, il faut éduquer notre société à consommer local. Parce que lorsque vous produisez et que vous n'arrivez pas à écouler, parce que le consommateur préfère les produits venus d'ailleurs, le mal restera intact. Vous pensez que la répression, l'emprisonnement n'est pas forcément la solution aujourd'hui? Mais pas du tout alors. Pas du tout, parce que lorsqu'on ces jeunes-là finissent de faire leur peine, où sont les structures d'accueil, de reformatage pour leur réintégration dans la société? Je ne vois pas, n'est-ce pas, ces structures-là. Alors à partir de ce moment-là, ça devient un cercle vicieux. Nous décrions, nous présentons les statistiques, nous bombons, nous bombons, n'est-ce pas, le torse de faire un beau boulot de répression, de correction, de coercition, mais pas derrière. Lorsque nous ne reprenons pas ces jeunes-là pour leur réindiquer le bon chemin à travers un atelier subventionné par l'État,
pour une formation, lorsque l'État ne garantit pas, n'est-ce pas, l'employabilité de ces jeunes formés, eh bien, ils vont rechuter. Et vous êtes d'accord avec moi que pour toute pathologie, la rechute devient dangereuse. Et donc ces jeunes-là, primaires délinquants, qui se retrouvent en premier séjour carcéral et qui côtoient des vétérans, des seniors criminels, et qui se retrouvent dans la rue, chez leurs parents, démunis, et qui doivent survivre, eh bien, ils retournent en prison. Et c'est comme ça que notre société est en train de perdre le cycle les continue. bras valides. On va écouter Valentin Djibouti. Regardez aujourd'hui le nombre de émigrants, le nombre de émigrants que nous avons qu'à Cotonou seul. Mais vous en rencontrez qui depuis 20 ans conduisent des émigrants. Vous en rencontrez qui depuis 10 ans conduisent des émigrants. Qui est cet homme qui brave les intempéries sur une moto avec l'état de nos routes depuis 10 ans pour survivre et faire vivre sa famille, épouser enfants? C'est ainsi que lorsque vous leur demandez par curiosité leur âge, à 30 ans, à 35 ans, ils vous donnent l'impression d'avoir 70 ans. C'est préoccupant. Merci, je suis heureux que on va finir sur le sujet. Oui, Distel me rejoint parce que là, vous savez, sans stigmatiser une politique. Il n'y a pas de souci, je vous comprends. Votre casquette est multidimensionnelle, donc ça peut se comprendre. Au fait, lorsque je dis, par exemple, lorsqu'un régime vient, le régime fait des propositions. Nous avons suivi un débat et je vous assure que ce débat-là a compté pour 50% au moins dans les élections présidentielles. Depuis 1990, pour faire court, quelles ont été les propositions des divers... Non, je m'en tiens à un débat dans lequel on avait deux personnes qui avaient des casquettes totalement opposées. Et donc, pour moi, on s'attendait forcément, avec tout ce qu'on a mis en place comme outil, à ce que la situation s'améliore, à ce que les choses prennent. Il y a quand même des efforts qui se font. Il y a des efforts qui se font, mais qui sont en même temps noyés. Parce qu'on a l'impression que les efforts se font sur les petits poissons. On a l'impression que les efforts se font. C'est vrai, pour moi, lorsque vous prenez la politique en elle-même, les écrits, le programme d'action du gouvernement et tout le reste, c'est bon. Quand Distel me parle du noyau familial, si le père et la mère de famille sont bancals, comment les enfants seront? Bancal, c'est-à-dire s'ils n'ont pas les moyens de faire vivre leurs enfants. De subvenir aux besoins de la famille. Comment voulez-vous que l'éducation des enfants... La pauvreté n'est pas héréditaire. Non, mais comment voulez-vous que l'éducation des enfants soit suivie avec rigueur? Vous pensez que toutes les jeunes filles qu'on voit dans la rue ont du plaisir à aller dans la rue? Mais lorsqu'elles regardent la situation de leur père, je prends le Zémidjan qu'il a décrit. Quand le monsieur, à la fin de la journée, n'arrive pas à apporter la pitance, la fille de 18 ans pense prendre le relais. J'ai croisé des filles dans des hôtels infirmières d'État. Mais dans des hôtels. Ne me dites pas que vous avez l'habitude des hôtels. Non, mais je suis journaliste. Nous allons réécouter le procureur de la Criette sur l'autre bilan de la juridiction spéciale qui a fait également état de l'influence de cette juridiction sur d'autres infractions, notamment la corruption et le détournement de deniers publics. Mario Metono. Depuis les 3 dernières années, les procédures de détournement de deniers publics ont diminué progressivement. De 25 en 2022, on est passé à 5 en 2023, puis à 3 seulement au 17 septembre 2024. En 2023, la Cour a traité 13 procédures de corruption, contre 7 au 17 septembre 2024. La corruption, chacun le sait, est un fléau qui ronge le continent africain dans ses structures, dans ses ressources, dans ses capacités et même dans sa foi à construire l'avenir. Et selon le dernier rapport de Transparency International, la corruption coûte plus de 148 milliards de dollars chaque année à notre continent. Et notre pays, le Bénin, n'est pas épargné par ce phénomène. Mais depuis 2016, des résultats concrets ont été obtenus dans la lutte contre la corruption. Il y a, et ce n'est pas moi qui le dis, un recul sensible de cette criminalité en République du Bénin. Le classement 2023 de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption hisse le Bénin à la 110e place sur 180 pays. Notre pays grimpe de 2 rangs comparativement à l'année 2022,
selon ce rapport rendu public le 30 janvier 2024. De 2021 à 2023, notre pays a gagné 8 places dans le classement, passant de la 78e à la 110e place. Ces chiffres ne disent certainement rien, mais comparé à nos voisins immédiats, c'est une très belle avancée. Le Bénin est largement devant son voisin de l'Ouest, qui est à la 126e place, et encore plus en avant par rapport à son voisin de l'Est, qui pointe à la 145e place. Le Bénin se hisse dans le top 10 des pays les moins corrompus en Afrique. Enfin, voyons nos perspectives. Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le président de la CRIET, Monsieur le président de la Cour suprême, Mesdames, Messieurs de la Cour, sommes-nous satisfaits de ces résultats? La réponse, elle est assurément non. Non, parce que notre objectif est, à défaut d'enrayer totalement les infractions émergentes, c'est d'en limiter considérablement les effets et de nous hisser, par exemple, pourquoi pas, dans le top 5 des pays les moins corrompus de la planète. Non, nous ne sommes pas satisfaits de ces résultats, mais nous sommes satisfaits de la dynamique qui s'installe. Cette dynamique, elle est impulsée par la CRIET. Cette dynamique, c'est la fin de l'impunité. Cette dynamique, c'est la fin de l'idée selon laquelle il peut exister au Bénin des hommes au-dessus des lois. Je ne vous apprends rien. Les poursuites engagées du chef des infractions émergentes ont concerné des Béninois lambda, mais également des personnes qui ont occupé de hautes fonctions dans les plus grandes sphères de l'administration, cadres en charge de la commande publique, mais pas seulement. Magistrats, avocats, notaires, fonctionnaires des douanes ou des impôts, directeurs d'entreprises et même des parlementaires ont été poursuivis ici par le parquet spécial de la CRIET, près la CRIET. Désormais, toute convocation de la brigade économique et financière est source d'insomnie. Et la dynamique enfin, c'est la peur du gendarme qui s'installe et avec elle, le début de la sagesse. Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs de la Cour, c'est à Albert Camus que nous devons cet avertissement que lui-même tenait de son père. Un homme, dit-il, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. Je souhaite que notre juridiction continue d'empêcher les hommes de notre époque. Je souhaite que, grâce à l'action de la CRIET, nos contemporains ne cherchent plus, dans les infractions émergentes, les solutions faciles. Voilà, le procureur spécial de la CRIET, Mario Metono d'Istela Moussou, le procureur a fait observer que les infractions liées à la corruption et au détournement de deniers publics, ces infractions sont en baisse actuellement dans le pays. Le Bénin est dans le top 10 des pays les moins corrompus. Vous vous réjouissez de ce bilan-là? Non, je n'ai pas à m'en réjouir ou à me morfondre. Mais j'ai à constater avec lui qu'effectivement, la peur du gendarme marque le début de la sagesse. Mais je dois répliquer pour dire que la norme n'est pas la peur. La norme est l'être. Oui, Albert Camus a dit, un homme, ça s'empêche. C'est vrai, mais ma réplique est que l'homme, ça se fabrique. Et donc, attelons-nous, ça se forge, ça se fabrique, ça se formate. Attelons-nous donc à former, à fabriquer, à forger, à formater un Béninois digne. Voyez-vous, pas un Béninois peureux. Non, parce que la peur est un mal. Voyez-vous, par endroits, et ça, je le tiens de la Sainte Écriture, la Sainte Bible. Nous avons besoin de former, de revoir l'éducation de la jeunesse. Nous avons besoin de poursuivre la prévention. C'est en cela qu'il conviendra de saluer le Haut Commissariat à la prévention de la lutte contre la corruption. Justement, je ne vous coupe pas, mais pourquoi les infractions liées à la corruption sont en baisse dans notre pays? On éprouve encore besoin de prévenir en créant cette institution. Je vais revenir vers vous. J'écoute Valentin Adiboucha sur le sujet. Pourquoi on éprouve le besoin de sensibiliser, de prévenir, c'est ça? Pas forcément, pas forcément. Vous savez, quand cette institution a été créée et celui qu'on a mis à la tête de l'institution, pour les Béninois, en tout cas l'interprétation que le commun des Béninois fait, c'est que bon, on a voulu contenter quelqu'un, on a voulu consoler quelqu'un en le mettant quelque part. Ça, c'est l'interprétation
générale. Mais pour moi, ça peut être aussi perçu comme le désir, n'est-ce pas, de créer toujours des systèmes de coercition, de renforcer l'existant pour amener les gens, pas forcément dans une vision de Mario Metonou, de faire peur, mais dans une vision d'amener les gens à une prise de conscience collective. Donc, ça peut s'expliquer que c'est toujours dans la recherche de solutions. Puisque Salamousso a parlé tout à l'heure d'éducation sur la cybercriminalité. Absolument. Donc, le Haut Commissariat peut être perçu comme une institution qui va amener à fédérer les gens autour de certaines discordances par rapport toujours aux questions de lutte contre la corruption dans notre pays, parce que les tests, on en a à volo. L'autre chose, je ne suis pas d'accord avec Mario Metonou lorsqu'il fait une comparaison avec le voisin de l'Ouest et après il revient au voisin de l'Est. En Yoruba, on dit c'est le cheval qui est devant que les autres regardent. On ne se compare pas aux chevaux qui sont derrière. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi on veut faire la comparaison avec le Togo et le Nigeria? Non. Pourquoi on ne fait pas la comparaison avec ceux qui sont devant? Avec ceux qui sont devant. Parce que c'est d'eux qu'on pourra prendre des exemples pour pouvoir améliorer ce que nous faisons. Pourquoi que nous comparons nous à ceux qui sont derrière? Et ça a apporté un bémol à la qualité des discours qui étaient en cours. Ça a apporté véritablement un bémol. Pour moi, le Bénin est en train de faire des actions, oui, d'accord, mais comparons-nous aux chevaux qui sont devant. Ça permet d'aller de l'avant. Et l'autre chose, je ne voudrais pas que la criette soit perçue comme un machin qui fait peur. Non. Pourquoi un machin qui fait peur? Pourquoi veut-on mettre dans la tête des Béninois que la criette est une machine qui fait peur? Que faut-il faire pour que la criette aujourd'hui ne soit pas perçue comme telle? Elle doit arrêter un certain nombre d'actions, notamment surtout lorsque l'action concerne les hommes politiques. Les hommes politiques. La façon dont les dossiers politiques sont gérés n'est pas perçue de la meilleure des façons par les Béninois. Donc pour moi, lorsqu'on finit un procès, il faut que celui qui a perdu ait la sensation d'avoir réellement perdu. Et celui qui a gagné le procès ait la sensation d'avoir bénéficié du droit dit. Alors que pour l'instant, on a toujours l'impression que lorsqu'on parle de la criette, surtout quand ça concerne les dossiers politiques, les Béninois se disent, bon, ça c'est une affaire pour régler le cas des gens qui tentent de lever la tête. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors on aurait souhaité avoir une criette qui dit le droit, et quand vous voyez le droit, vous sentez que le droit est droit. Parce que le droit, c'est ce qui n'est pas penché, c'est ce qui n'est pas tordu. La définition basique. Alors lorsqu'on dit le droit et le Béninois est encore sur sa faim, je vous assure que le peuple béninois, même quand il ne va pas à l'école, il est friand de ce qui est juste. Il connaît quand c'est juste. Il connaît quand c'est bon. Il se connaît quand c'est mauvais. C'est la différence peut-être avec les autres peuples. Il est plus regardant, plus exigeant. Et donc, dans cette exigence, quand parfois la criette finit de dire le droit, bon, on lit, on se tait. Ça reste sur la fin, selon vous. On reste sur notre fin. Ça, parce que les affaires, quand vous entendez 10 ans, 20 ans, vous vous demandez, qu'est-ce qui s'est passé? Les notions de blanchiment, par exemple. Aujourd'hui, on a du mal à définir le blanchiment. Je vais aller dans une faculté de droit pour leur demander qu'est-ce que le blanchiment d'argent. Les notions de terrorisme, aujourd'hui, on a du mal avec la criette à bien comprendre les notions de terrorisme. Je vous assure, quand on parle de terrorisme, on se demande si c'est la même chose que ce qui se passe au Mali et au Niger. Donc, on est perdu un peu dans les notions de droit, parce que nous, on n'a pas fait le droit, mais suite certaines terminologies. Vous faites marrer Distel-Amousso dans ce site. Distel-Amousso, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, écoutez, moi je voudrais simplement dire que la mise en place du Haut Commissariat de la prévention dans le cadre de la lutte contre la corruption, c'est pour dire que le Bénin a envie de gagner chaque pas qu'il fait dans le cadre de la lutte contre la corruption. Voyez-vous, nous sommes dans le top 10 aujourd'hui en Afrique des pays moins corrompus. Enfin, c'est ça, non? Selon ce qui a été dit. Alors, 70e. À partir de ce moment-là, il faudra... Sinon, on n'est pas dans le top 10. Il dit que nous allons vers... Non, on est dans le top 10. Okay. Et il souhaiterait qu'on soit dans le top 5. Alors donc oui, pour y arriver, c'est qu'il faut gagner chaque pas que nous faisons. Le plus important n'est pas de faire des pas, mais le plus important, c'est de garder sa position de leader pendant longtemps. Voyez-vous. Alors à partir de ce moment, il conviendrait que chaque Béninois se dise
que c'est une lutte qui me concerne. Je ne vois pas pourquoi un père de famille, fonctionnaire de l'État béninois, dont le salaire tourne autour de 380 000, va louer un appartement de 600 000. Et il a un véhicule, il a une femme, 4 enfants, et puis 2 maîtresses. Voyez-vous? Alors, un monsieur qui vit de cette façon-là, il va faire quoi? Il est corruptible. Il est enclin à regarder à gauche ou à droite, ou même à détourner, à puiser dans la caisse de l'État, du denier public. Alors, je ne vais pas demander l'invention d'une école de rééducation pour personnes adultes. Non. Mais je vais commencer par dire que le patriotisme doit faire son retour dans nos écoles, dans nos établissements, pour que les symboles que sont le drapeau, la moirie, l'hymne national soient respectés. Pour qu'on apprenne à l'enfant qu'on ne jette pas le déchet dans la rue, que le déchet va dans une poubelle. Et quand ça va dans la poubelle, il faut la ramasser. Il faut le ramasser. Voyez-vous? Et donc, nous avons à regarder du côté de notre société globalement. Sinon, nous allons faire des traitements parcellaires, superficiels, mais le mal restera au sein de la société et nous n'allons pas trouver de solution à la gangrène. D'accord. Ma dernière question sur le sujet. Le procureur spécial a parlé de non-satisfaction des résultats, mais j'oubliais, si vous permettez, j'oubliais. Aujourd'hui, on ne perçoit plus les ONG. La société sur le terrain. La société civile est complètement absente, sauf sur des questions, sauf sur des questions politiques. Sauf sur des questions politiques. Là encore, elle n'existe pas. Voyez-vous, lorsqu'on parle d'environnement, lorsqu'on parle d'éducation, lorsqu'on parle du bien-être, il y en a peut-être de l'être, il y en a peut-être que nous sommes. Mais de toute façon, moi, je ne les perçois plus. Alors, ma dernière question, comment se satisfaire de la dynamique, comme l'a notifié le procureur spécial, dynamique liée à la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics dans un pays où certains salaires de personnalités politiques sont inconnus, dit Stella Moussou. Non, non, je crois que... Parce que personnellement, en fait, je pense que c'est là aussi que le président Patrice Talon a péché un peu. Il a péché un peu parce que à son arrivée, il a voulu régler les salaires politiques pour les mettre à l'abri du besoin. Mais pendant qu'il réglait les salaires politiques, il coupait certains avantages des plus petits. Certaines indemnités ont été coupées. Donc le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Et donc personnellement, je pense, parce que lorsque vous voyez aujourd'hui les syndicats, il parlait tout à l'heure de la société civile, les syndicats n'existent plus pratiquement, la société civile, elle ne fait plus rien, il n'y a plus personne, il n'y a plus de voix contradictoire. Et là, lorsqu'on est dans un État, et il n'y a pas de voix pour s'opposer à ce qu'on fait, on pense bien faire, mais pendant ce temps, on pense faire mieux pour le peuple, mais on est en train de s'enfoncer dans le gouffre. Je vous assure aujourd'hui que le niveau d'estime des populations pour nos gouvernants a chuté drastiquement. Vous l'avez mesuré avec quoi, vous? Je l'ai mesuré avec mes oreilles et mes yeux. Merci. On va parler d'autres sujets maintenant. Je voudrais placer un petit mot pour dire que sur la dernière question là, que vous venez de poser, il faut dire que le Bénin a quand même les institutions qu'il faut. Il y a tout, le papier, tout sur papier, tout sur institution, tout est, il y en a. Nous avons le résultat. Nous avons le Conseil économique et social. Oui. Encore là-bas, on a charcuté d'une autre façon. Nous avons la médiature. On a un médiateur de la République. Il fait quoi? Alors, si les syndicalistes estiment, n'est-ce pas, que les droits ou les acquis sociaux de leurs syndiqués sont brimés, mais ils n'ont qu'à mener les démarches. Je parle des salaires des personnalités politiques qui sont encore inconnus. Ils n'ont qu'à mener, non, allez au bout, ils n'ont qu'à mener les démarches nécessaires pour se faire
entendre dire le droit. Voyez-vous, Dans un pays où le droit de grève a été... moi je dis, On va lui permettre de la finir, Valentin. multiplicité des grèves Oui. n'est pas le terreau. 30 du secondes, s'il développement. vous plaît, Distel. J'en aurais fini lorsque je vous aurais rajouté que le Bénin est dans la bonne dynamique. Waouh. Rien n'est parfait. J'ai toujours dit que toutes les réformes fonctionnelles et structurelles engagées par le gouvernement du président Patrice Talon sont perfectibles. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite. Merci. Il appartient- Monsieur Lamosso, merci. il appartient- Rapidement, j'aurais souhaité, et ça, on aurait rendu service au président Patrice Talon, lorsqu'on lui aurait dit de permettre la contradiction. C'est la seule chose. C'est grâce à la contradiction Nous sommes en qu'on train de l'a- la mener. Nous sommes en train de la mener. C'est grâce à la contradiction qu'on l'a fait venir au Bénin, à la tête de ce pays, et qui permet qu'il y ait la contradiction pour qu'il ait aussi un départ honorable. Je n'ai pas compris. Merci. Valentin Je n'ai pas Adibota. compris la suite. On va poursuivre avec un autre sujet juste derrière ceci. Actu et débat. La communauté internationale a célébré récemment la journée mondiale de l'enseignant au Bénin. On note de plus en plus une désaffection pour le métier d'enseignant. Les écoliers et élèves ne mentionnent plus ce métier dans leur carrière envisagée. Lorsqu'on s'amuse à leur poser la question, ils refusent catégoriquement de devenir enseignants. Les jeunes également qui embrassent aujourd'hui cette carrière ne le font pas nécessairement par vocation. Certains parmi eux ont été projetés devant le tableau noir par les circonstances de la vie. D'autres ont dû attraper la craie en désespoir de cause. Distel, de nombreux enseignants quand même ont aussi embrassé le métier par passion, de dispenser le savoir et partager la connaissance. On nous disait que ce métier est un sacerdoce. On va y aller rapidement puisque nous égrenons les derniers moments de l'actu et débat. Alors, on n'exerce pas le sacerdoce par pression. On exerce le sacerdoce par vocation. Alors, nous Donc si on sommes le fait, on doit être misérable, c'est ça? Si c'est sacerdoce, si c'est vocation? je crois qu'il faut aller pas à pas et dire que c'est toujours mieux d'exercer un métier parce qu'on l'aime et qu'on a envie de vivre avec ce métier-là. Voyez-vous? Et donc, lorsqu'on aime un métier, qu'on a envie de vivre avec le métier, on est dans la prédisposition d'affronter les intempéries. Le Bénin est en phase de reformatage de son système éducatif. Parce que ce que nous avions là, c'est ça qui nous a formés, nous autres, géographes, sociologues, maîtres en anglais, et ceci et cela. Quelle est notre utilité aujourd'hui à la construction de notre pays? C'est la grande question. Et lorsque le gouvernement décide de changer le paradigme en orientant sa démarche vers la formation technique et professionnelle, eh bien, je peux comprendre qu'il puisse avoir de battements. Ce n'est pas le gouvernement du président Patrice Talon qui a créé, n'est-ce pas, le déficit dans le ratio enseignant et nombre d'élèves. Pourquoi cette désaffection selon vous aujourd'hui? Avant l'arrivée du président Patrice Talon et son gouvernement, dans l'école publique, c'était un enseignant pour 120 apprenants. Mais aujourd'hui, le taux est en train de baisser. Pourquoi cette désaffection pour le métier? Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais j'ai répondu pour dire qu'on ne vient pas... Eh bien, écoutez, on aurait pu poser la même question pour voir, se demander pourquoi est-ce que le militaire n'est pas riche. Pourquoi est-ce que le journaliste n'est pas riche. Nous allons écouter Valentin sur la question. C'est pour Valentin, dire que oui. chaque métier connaît ses difficultés de traverser, de marche vers l'épanouissement. Pourquoi cette désaffection, Valentin? Image du métier, conditions de travail, faiblesse du salaire? Je prends le dernier cas, hein, les AME. Si vous voyez ce qu'on fait de la vie des AME, est-ce que vous serez fier de devenir enseignant? Quand vous voyez ce qui se passe dans la vie de leur vie,
Les AME. Il y a quand même des efforts qui se sont faits ces dernières années Quand on me donne la ratio, un enseignant pour 125 élèves avant l'arrivée de Patrice Talon, Yaïboni aussi dira peut-être pareil. Les bacheliers envoyés en mission d'enseignement dans ce pays, avec quelles conditions? La JBA. Ils avaient quelles conditions? Mais écoutez, je vais vous dire, là encore, c'est une question de formation. C'est pour vous dire que chaque gouvernement propose des solutions face à la situation existante. Mais il faut d'abord partir. En fait, c'est pas comme si on venait sans savoir ce qui existait. Les J, quoi, les JBR. Les J, machin, les JBR. Avec le BPC, on pouvait aller enseigner dans ce pays. Valentin Adjibouta fait observer la condition aujourd'hui enseignante. Le problème là, il existe. Le problème existe. Chaque gouvernement fait des essais de propositions. On n'est pas venu découvrir le problème aujourd'hui. Le problème existait et on le savait avant de prendre la tête des choses. Et on est venu avec des propositions. Quelle proposition? De la proposition des AME. Moi, par exemple, avec les meilleures conditions aujourd'hui. Comme aussi il y avait les vacataires et tout ce qu'on voulait, mais ils se sentaient même plus à l'aise dans cette affaire de vacation que d'AME. Qui sait? Et l'autre chose, c'est ici que l'enseignant, c'est celui qu'on retrouve dans le coin le plus reculé du Bénin. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance de... Le douanier aussi, le gendarme aussi, le journaliste également. On va permettre à Valentin Adjibouta de finir rapidement. Valentin? Quand je dis dans les coins les plus reculés, là où se trouve l'enseignant, le journaliste, il va peut-être rarement, une fois par an. Distel Amoussou, je ne sais pas si vous savez là où les enseignants vont enseigner. Je vous assure que l'enseignant, c'est celui qu'on recrute dans le coin le plus reculé du Bénin. Et quand je parle de coin le plus reculé... Et le gendarme? Je parle de choses... Et le gendarme, il est absent de ce coin. Je parle de choses vécues. Le gendarme, lui, il est absent de ce coin. Pas toujours présent, pas toujours. Mais là où l'enseignant se trouve, et là, je pense, c'est vrai qu'il y a des pas qui ont été franchis. Il faut le reconnaître. Il y a des pas qui ont été franchis, mais je vous assure que la condition de l'enseignant ne donne pas l'envie à l'enfant qui grandit d'embrasser ce métier. Quand on parle de sacerdoce, on peut compter le nombre de personnes qui sont encore à l'enseignement aujourd'hui par sacerdoce. Quand vous les voyez, vous savez. Quand vous voyez ceux qui sont là par sacerdoce, mais sur 10, à peine vous avez un. Sur 10 aujourd'hui. 1 sur 10. Sur 10. Qui sont là par vocation, par sacerdoce. Mais lorsque vous voyez, il y a encore des... Aujourd'hui, quand vous entendez les salaires faramineux des hommes politiques, est-ce que ça tient compte de leur diplôme? Non. Donnez-moi un ça donne envie, n'est-ce pas, aux enfants d'aller vers les métiers politiques. Merci Valentin Adjibouta et Distel Amoussou, nos invités sur Actu et Débat de ce jeudi sur Radio Cotonou, à la mise en onde de Gisler Agbangba, prise de vue, Job Tikpe, présentation, je suis Brice Bilaïtedi. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.